Le 105.4, lancé tambour battant l'an dernier, Génération Green voyait le jour et par la même occasion se proposait de nous publier les manquements ou les quelques manquements du plan Maroc Vert. Des manquements notamment dans son pilier 2, des manquements en termes de commercialisation et d'export et enfin de ratage total dans la refonte de gros et la chaîne des très lucrative des intermédiaires qui faussent le marché. Un an après, quelle est la vitesse de croisière du plan Génération Green? C'est surtout la saison 2020 et s'annonce surtout celle de 2021. Le point clé avec nos invités dans le tour de table. Jawad Chami, votre commissaire du Salon international de culture. Vous êtes membre du bureau politique du PAM, également expert en stratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat et bienvenue Jawad Chami. Bonjour. Bonjour Madi. Également dans le tour de table. Vous êtes agriculteur et éleveur, vous êtes expert en communication et conseiller de nombreux hommes politiques et décideurs privés et publics. Vous êtes également fondateur du cabinet Diapason 360. Merci d'être parmi nous, Hamid Falidi. Bonjour. Merci à Lux Radio pour ce débat. C'est moi qui vous remercie. Également dans le tour de table, Ahmed Ouayache, vous êtes président d'honneur et président fondateur de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Vous êtes ingénieur agronome de formation, également président de la Fédération nationale interprofessionnelle des semences et plans. Vous êtes par ailleurs membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'être parmi nous. Ahmed Ouayache, bonjour. Merci Sylvie. Également dans le tour de table, Hamou Halli, vous êtes ex-secrétaire d'État chargé du développement rural et des eaux et forêts. Vous êtes ancien professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et vous avez également occupé plusieurs postes politiques et techniques en relation avec l'agriculture. Hamou Halli, bonjour. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Tout de suite, sans plus tarder, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve bien sûr juste après pour vos commentaires. Dans un pays où l'économie est portée en très grande partie par l'agriculture, une attention particulière est forcément à donner au développement du secteur. Le moderniser et renforcer sa productivité, renforcer aussi la compétitivité du produit et des producteurs. La commercialisation du produit agricole a toujours porté préjudice et ce n'est pas faute de programmes ambitieux. La valorisation du produit agricole et sa commercialisation continuent de se heurter à des obstacles de taille. Un marché qui tend à la désorganisation, un circuit parsemé d'intermédiaires qui pullulent le long de la chaîne entre la production et la commercialisation, soit entre le producteur et le consommateur. Une désorganisation dont le prix est cher payé par les petits producteurs. À cet effet, une stratégie avait été mise en place afin d'améliorer la force de commercialisation des produits agricoles. Les petits producteurs sont ainsi encouragés sur la voie de l'organisation en coopérative, quand par ailleurs, il est appelé à moderniser les infrastructures et le mode de gestion, les amenant un maximum au respect des normes en vigueur. Le plan Génération Green était venu en ce sens s'inscrire dans la continuité du plan Maroc Vert qui avait pris fin en 2020. De là, jusqu'à 2030, l'idée est de venir en aide aux jeunes exploitants et agriculteurs, particulièrement dans le monde rural. Leur venir en accompagnement afin de produire mieux, plus et commercialiser, là encore, mieux et plus. Ceci en cédant notamment des nouvelles technologies et d'outils modernes de production et de commercialisation, améliorer la labellisation des produits agricoles et leur traçabilité, améliorer, voire faciliter l'accès aux fonciers agricoles, les faire bénéficier de formations et d'encadrement technique et logistique. Nous ouvrons le débat cet après-midi sur ce qui est fait et ce qu'il est à faire dans le sens de la valorisation du produit agricole marocain et sa commercialisation ici et ailleurs. Qu'a fait le plan Maroc Vert à ce niveau? Que fait Génération Green depuis 2020 à ce niveau? Et comment l'action se déroulera-t-elle sur la dizaine d'années restantes du temps de vie de la stratégie? Place au débat. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Hamou Halli, je rappelle que vous êtes ex-secrétaire d'État chargé du développement rural et des eaux et forêts. Première réaction à l'édito. Merci de m'avoir invité à ce débat. D'abord, je relève quelques points qui ne collent pas tellement quand on parle dans l'éditorial de désorganisation totale. Ce n'est pas vrai parce que les marchés sont dotés de produits agricoles et de façon régulière. Et par conséquent, on peut bien sûr parler d'amélioration du système. Deuxième point aussi, c'est les intermédiaires comme si c'était des parasites. Il y a toujours de l'intermédiation dans les circuits physiques de commercialisation des produits, que ce soit agricoles ou autres.
reste bien sûr à mieux organiser pour que les agriculteurs, qui sont vraiment les acteurs principaux, profitent plus de leur agricole. Donc voilà, très brillant. Je voulais souligner, il y a de l'amélioration à faire, mais on ne peut pas vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Ahmed Oualiache, président d'honneur de la Comad. Merci beaucoup Simili. Je précise avant que je suis également agriculteur, donc de ce que vous avez dit. Le sujet est d'actualité, il le restera pour toujours. D'ailleurs, c'est un point qui est là d'une manière permanente, parce que la commercialisation, c'est la valorisation de la production, et c'est exactement un petit peu le baromètre, disons l'indicateur donc d'une activité quelconque, quelle que soit. Et d'ailleurs, c'était la commercialisation. Elle a démarré au Maroc, l'organisation, et on a commencé à parler des marchés de gros. Et bien sûr, on va revenir tout le long donc de ce débat sur le marché de gros et également sur les abattoirs. C'est quelque chose qu'on a commencé à parler il y a déjà une trentaine d'années. Donc, bien sûr, on va voir où en est la situation aujourd'hui. Et j'aimerais également donc la commercialisation, c'est aussi exemple la résultante de pas mal d'actions qui vont se converger également pour donner un produit. Ce produit, soit il est destiné au marché local, soit il est destiné à l'export. Et chaque espace, disons géographique, il a des spécificités. Et donc c'est pas un sujet facile. Voilà. Jawad Chami, commissaire du Salon international de l'agriculture, le SIAM. Je suis là surtout en tant que membre du bureau politique du PAM, plus que commissaire du Salon. Et agriculteur, comme a dit c'est Oualiache. Et donc je pense que il y a quand même un dysfonctionnement qui est très très important. Je ne suis pas très d'accord avec comment dirais-je, le mise en bémol de mes amis, parce que en tant qu'agriculteur, on sait pertinemment que dans la chaîne des valeurs et dans la redistribution de la richesse, vous avez toute une population qui travaille pendant 360 jours pour arriver donc à produire une spéculation donnée, et qui la vend donc à un prix, et 48 heures après, c'est-à-dire nous avons en amont une production qui dure 360 jours, qui est vendue à un prix X, et nous la retrouvons 2 à maximum 3 jours près, à 2 fois ou à 3 fois le prix. Donc là il y a un grave problème. Il y a un grave problème. Je dis que la distribution n'est pas honnête. C'est une désorganisation. Même si Hamou Hali n'est pas tellement d'accord, mais on reviendra sur ça. Je suis d'accord sur le mot désorganisation. Ouais. Et on va rentrer un peu plus dans le débat par rapport donc au marché de gros, parce que malheureusement on est resté extrêmement archaïque. C'est un système moyenâgeux, et c'est un système sur lequel aujourd'hui je pense qu'il est d'actualité, parce que si l'élément humain est aujourd'hui centre d'intérêt de toutes les politiques, il faudrait que chacun puisse gagner ses revenus légitimes. Ouais. C'est un système qui dure depuis 1962 au moins. Hamid Falidi, agriculteur et éleveur, votre commentaire par rapport à l'édito? L'édito dresse un début de bilan, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le extrêmement important aujourd'hui, et je salue déjà l'initiative de parler du plan Maroc Vert ou de Génération Green, parce que alors que c'est un projet qui mobilise beaucoup de deniers publics, qui intéresse une grande partie de la population marocaine, on parle là de ce que les gens mangent, de ce qu'ils boivent, etc. C'est très important. Ce n'est pas un sujet facile, d'accord, ce n'est pas un sujet mineur, mais c'est un sujet que je vois très très peu sur les médias durant toute l'année. Or, s'il y a un sujet qui interpelle les familles marocaines, parce que dans toutes les familles marocaines, il y a quelqu'un qui vit de manière directe ou indirecte du secteur agricole, et toutes les familles marocaines sont concernées dans leur panier quotidien et dans leur vie familiale par l'agriculture et par le produit agricole. Je trouve toujours étonnant le silence des médias et des spécialistes, et après je reviendrai à cela par d'autres explications. Mais désorganisation, le mot ne me semble pas très très judicieux pour expliquer. C'est une organisation qui date et qui a une certaine
raison d'être qui n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas une désorganisation, c'est une organisation parfaite qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas au profit de tout le monde. Très bien, donc on reviendra sur ces éléments, mais déjà peut-être faire un petit bilan de la saison 2020 a été marquée par la Covid, à la fois sanitairement mais aussi économiquement. Au vu des dernières précipitations et au vu du taux de remplissage des barrages, est-ce qu'on peut se dire que 2021 s'annonce d'une manière assez satisfaisante, on va dire, et qu'on aura un 60 millions ou un 50 millions de quintaux dont on peut se satisfaire? Donc déjà, on est optimiste. Il y a les dernières précipitations que le Maroc a connues, c'est des précipitations qui sont générales. Ils ont touché pratiquement tous les bassins de production. Ça a permis également d'améliorer les cultures de printemps et notamment les céréales, parce que la culture de céréales, comme vous le savez, ça occupe le principal de notre pays, et également ça concerne pratiquement 75 à 80% des agriculteurs. C'est l'année, nous pouvons la regarder avec un optimisme, mais sans tomber dans l'optimisme aveugle, parce que comme vous le savez, surtout la céréaliculture, c'est un parcours long, et c'est un parcours, donc on est sûr de la production qu'à partir du mois de fin du mois d'avril. Mais nous sommes très optimistes, et cette année est pratiquement plus importante au niveau production par rapport à l'année dernière. Il y a juste à préciser une chose, c'est que cette campagne, d'ailleurs, nous on est très optimistes, et tout simplement aussi, cet optimisme vient de la campagne et le désastre qu'ont connu les agriculteurs durant la campagne passée. Parce qu'il ne faut pas oublier que la campagne passée, elle a été par une sécheresse aiguë, et pratiquement en 30 ans, les 2 années les plus sèches, c'est 2007. On a eu une production inférieure pratiquement autour de 20 millions de quintaux. Je ne vais pas parler, il y a 2 ans, 3 ans, on a eu 40 millions de quintaux, mais l'année dernière aussi était une année tout à fait moyenne au niveau céréaliculture. Absolument, on a les yeux virés sur l'indicateur principal qui est les céréales. Mais n'oublions pas également que l'effet combiné de la sécheresse et du Covid, parce qu'il y a aussi des restrictions, il y a des obstacles aussi pour bien gérer son exploitation. Donc, ils ont eu un effet négatif. Mais cette année, nous sommes optimistes, que ce soit au niveau de la production céréale, que ce soit au niveau de l'arboriculture, que ce soit au niveau de toutes les espèces. Et je pense donc l'année est sauvée. Voilà, sauvée, mais je dois juste préciser quelque chose qui est très important, c'est que chaque année, et je dois le dire, c'est pas pour jeter le fleur à X ou Y, mais surtout les agriculteurs, et ils sont toujours préparés pour battre des records, comme une compétition sportive. Voilà, mais quand on démarre, on vise le record, on vise un résultat. Mais à chaque fois qu'on fait du tour, on est sûr c'est-à-dire on a tout de suite l'évaluation qui se rectifie, qui se corrige, etc. Et également, il faut, et c'est le cas quand même, dire que les pouvoirs publics, il n'y a pas que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture il a la tutelle de l'agriculture, mais que ce soit les finances, que ce soit la mobilisation des fonds, que ce soit du pays en semences, en engrais, toutes les mesures ont été prises chaque année, et chaque fois c'est soit la pluie elle est là, on a de bons rendements, soit la pluie est encore au rendez-vous, et malheureusement vert, et également au moment de la gestion du Maroc vert et de préparation de génération green. J'étais là encore, aux commandes, aux côtés du ministre. Donc je ne vais pas quand même permettre de faire de l'autoflagellation. Il y a des choses qui ont bien marché, ça tout le monde est d'accord. Il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Alors parmi les choses, excusez-moi, qui ont moins bien marché, il y a la commercialisation. Oui, j'arrivais Simedi, effectivement. C'est le point qui m'intéresse le plus en fait. Non, Simedi, juste qu'on précise, parce que il y a une certaine unanimité. Il ne faut pas oublier, on a fait une évaluation. Les interprofessions, et également les ministères. Sihmo était encore là. Et également, bien sûr, il y a d'autres organismes aussi, parce qu'on ne peut pas non plus faire de l'auto-évaluation. D'autres organismes qui sont intervenus et qui ont fait leur évaluation, la Cour des comptes, il y a les chambres, les commissions de chambres, et il y a également le HCP, chacun, il a son bilan. Il y a les agriculteurs aussi, il y a un bilan déclaré, il y a un bilan qui n'est pas 100% déclaré. Et alors je reviens à ce qui est officiel. Moi je vais vraiment rester dans ce qui est officiel devant Sa Majesté le Roi, en présentant dans Génération Green. Et donc le ministre de l'Agriculture, l'actuel,
donc qui a présenté ça, il a également présenté les insuffisances. Ça, c'est très important. Et parmi les insuffisances, il y a la restructuration donc du circuit de commercialisation. Ça a été présenté devant Sa Majesté le Roi que c'était une faiblesse. Donc c'est pas un échec. Mais on a commencé à travailler là-dessus, mais on n'a pas fini parce que d'abord ça dépend pas du ministère de l'Agriculture. Moi je défends pas le ministère de l'Agriculture. Je suis pas l'avocat du ministère de l'Agriculture. Ça dépend aussi du ministère. Non. Si Chamil, tu me connais très bien. Je ne roule pour personne. Je fais pas de politique. Je respecte les politiques. D'ailleurs, je te salue de t'impliquer là-dedans et on a besoin d'une jeunesse, d'une relève. Je suis content et comme ça on va débattre. Mais quand ça marche, quand ça marche pas. La céréaliculture, oui aussi, il y a des points faibles. C'est vrai, il y a même des échecs. Moi aussi, je suis céréalier. Tu crois que ça me fait moi plaisir de voir les bateaux qui les uns derrière les autres qui attendent à décharger et moi je vends mes céréales à 180 dirhams le quintal alors que le prix de référence il est fixé à 280, ça me fait moi ça? Non. Donc je lui dis, entre quatre murs peut-être, entre quatre trucs, parce qu'il y a des choses aussi à gérer, parce qu'il ne faut pas non plus sortir et inciter les gens, mais avec une responsabilité, ça marche, c'est pas normal ça. C'est pas normal, il y a un problème au niveau du circuit de commercialisation qui dure pas d'aujourd'hui. Sur ce circuit de commercialisation, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à adresser le problème qui dure depuis des décennies? Des décennies. C'est vrai qu'il y a le ministère, alors juste pour nos auditeurs, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le commerce, et il y a le ministère de l'Agriculture. Et du commerce et de l'industrie aussi. C'est ça. Le commerce, pour moi, c'est le commerce et l'industrie, les nouvelles technologies. C'est le même département. Donc il y a 3 départements ministériels. Comment se fait-il que ces gens, depuis 20 ans, parlent de la restructuration du circuit de commercialisation sans parvenir au moindre résultat? Moi, je me rappelle, et vous me corrigez si je me trompe, il y a quelques années, à Srerat, le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhnouch, avait dit qu'il allait restructurer ce marché de gros et que s'il n'y parvenait pas, il allait démissionner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, mais oui. Je ne sais pas. On a tellement entendu de choses. Le marché de gros n'est toujours pas restructuré, la chaîne de distribution n'est toujours pas restructurée et les choses sont ce qu'elles sont. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Depuis l'arrivée je rends hommage à travers donc votre émission à un grand monsieur qui a laissé ses traces. Je parle de Driss Jebtou. En tant que Premier ministre, quand il est arrivé, et en s'attaquant à ce problème-là, d'ailleurs, il y a 4 ou 5 sujets qui ont intéressé l'agriculture. D'abord, c'est la privatisation, le partenariat public-privé autour des terres de la Sogeta, où personne n'a osé mettre la main dans le crabe, dans ce panier à crabe. Il est quand même arrivé à le faire, à distribuer malgré les problèmes qu'il allait avoir avec les partenaires sociaux, donc suivez mon regard. Donc on a arrivé à faire, c'est bon, c'est pas bon, tout est discutable, mais au moins il y a un boulet qu'il a enlevé au niveau de l'État. Il a même qualifié quand même les marchés de gros d'un système archaïque. Ouais. J'étais dans la réunion, en tant que président de la Comadère à l'époque, il venait d'arriver. Il y a le marché de gros, il y a les abattoirs, il y a la caisse de compensation, qui concerne les céréales et qui, quelque part, a pourri le système. Moi, je peux dire, j'ai toujours, personnellement, ma position était très claire, astreindre la caisse de compensation et revoir un peu le système par des aides. D'ailleurs, le ministre des Affaires générales à l'époque, un certain monsieur que je respecte aussi, Nizar Baraka, a essayé de faire quelque chose. Il n'a pas pu le faire et il est parti. Et puis voilà, donc la machine tourne. Donc, je continue à dire, c'est une affaire le gouvernement Kamel. D'accord, il y a un ministère du tutelle qui est là. D'accord, mais à aujourd'hui, c'est vrai, rien n'a été fait et avec le ministre même devant sa majesté. Non mais excusez-moi, est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que c'est difficile ou est-ce qu'on ne veut pas le faire? Je vais vous dire. On ne veut pas, je sais pas. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Ahmed Ouya, je vais vous dire le fond de ma pensée. Pendant la période du confinement, les marchés de gros étaient bien gérés. Oui. Ne rentrait pas qui voulait. Oui. Il y avait des cartes, il y avait des contrôles, l'approvisionnement était scruté comme pas possible par les autorités de tutelle. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, avec vous, je suis d'accord. Pendant 3 mois, pendant 3 mois, il y avait plus de problème. Tout était clair. Que ce soit les légumes, que ce soit le poisson, tout était clair. Et puis hop, on est revenu à milieu des C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est possible de réformer ce marché de gros au Maroc et détruire la chaîne des intermédiaires qui aujourd'hui sont en train de se sucrer sur le dos des agriculteurs? Alors comment on fait? On est d'accord, mais moi je suis agriculteur, oui, moi je suis d'accord. Je profite pas de ma production.
Moi, je vous le dis en toute sincérité. Mais pourquoi? Bon, je vous dis, il faut une volonté politique, où il y a toutes les composantes du gouvernement. Donc vous êtes en train de nous dire, il n'y a pas de volonté politique. Ah non, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. Donc, à chaque fois, on remet à plus tard. Personne ne veut mettre la main dans le panier à crabe. Deuxièmement, pourquoi vous voulez absolument qu'on reste, nous, otages d'un système qui ne marche pas? Pourquoi? Il y a d'autres systèmes, on peut ouvrir, il y a la vente directe, il y a un tas de choses, il y a créé des coopératives. Il y a les communes avec tout. Pourquoi? Vous nous libérez, nous sommes otages. Nous sommes otages à Simedi. Mais il y a une loi en 1962 qui institue l'obligation de passer par le marché de gros. Quand vous êtes agriculteur, quand vous êtes producteur, vous devez, pour vendre, passer par ce marché. Eh ben, voir les résultats. Quand vous rentrez, c'est organisé d'une certaine manière. Et vous voyez comment vous avez déjà mis les pièces Simedi. Moi, je suis allé là-bas. Ah oui, moi aussi. Eh ben, je veux qu'on me dise aujourd'hui. Pas de commentaire. En fait, moi, le débat aujourd'hui, c'est simplement de se dire comment on réforme pour avoir une meilleure commercialisation, comment on réforme ce marché de gros. Parce que tant qu'on n'a pas adressé ce problème, on va tourner autour du pot. Jawed Chami, comment on fait? Je sais pas pourquoi vous avez peur de dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Non, mais j'ai pas peur, je vous pose la question. Il n'y a pas de volonté politique. C'est clair qu'il n'y a pas de volonté politique. Et aujourd'hui, le tout privé ne peut pas répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un État régulateur, un État protecteur et un État redistributeur. Je suis désolé, mais la politique des marchés, c'est-à-dire qu'il y a le marché, il n'y a que le marché, tout ce qui n'est pas marché est au service du marché. Ça, c'était avant Covid et c'était à l'époque de la mondialisation où on nous vendait que les opérateurs privés pouvaient répondre à toutes les questions, etc. Aujourd'hui, on est face à deux problèmes à ces maladies. Le premier, c'est que il y a un programme productiviste qui a été, il y a un problème de prix. Lorsque vous avez des quantités qui dépassent largement la demande, là il y a un problème. Et on continue à planter, on continue à donner des subventions pour planter. C'est ça c'est-à-dire qu'on est en train de foncer dans le mur et on klaxonne en même temps en disant non, mais on continue comme ça. Il y a un problème écologique, on a parlé de l'eau. Alors la réforme des marchés de gros, pourquoi? Parce que il me semble, du point de vue qui est le mien et qui est peut-être complètement biaisé, il me semble que les 360 ou les 400 mandataires que nous avons au niveau des marchés de gros prennent en otage 36 millions de Marocains. Et je veux casser ce système et je veux qu'on nous aide aujourd'hui à le comprendre pour mieux le détruire. Écoutez, faut-il le détruire d'ailleurs? Je sais pas, je vous pose la question. Les structures de distribution aujourd'hui ont largement évolué, que ça soit en amont ou en aval d'ailleurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons en aucun cas aller dans le programme que veut le ministère d'ailleurs, qui est bien, qui est celui des appellations d'origine contrôlée, qui est celle de valoriser les productions, les produits de terroir, etc. Si on n'a pas des circuits de distribution modernes. Et les circuits de distribution modernes, aujourd'hui, passent nécessairement par la volonté de l'État. Il y a un ensemble de ministères, aujourd'hui, qui doivent se mettre à table. Et c'est pour ça que je suis contre les plans sectoriels. C'est que nous avons l'impression d'avoir, sur le plan économique, des États à l'intérieur d'un seul État. Mais il faudrait qu'il y ait une complémentarité dans les politiques de l'État. Et que s'il faut que le ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture et celui du Commerce et de l'Industrie se mettent autour d'une table pour parler et réformer les marchés, mais il faut Mais ça a été fait pendant le confinement, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ça a été fait par le confinement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant non plus. Pendant 3 mois, on a réussi à dompter les indomptables qui gèrent le marché de gros, notamment celui de l'héroïne. On a réussi à le faire et on a réussi à les mettre au pas. Et dès qu'on a levé le confinement, rebelote. Ça veut dire quoi? Non mais à un moment donné, il faut qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que c'est possible, mais pendant 3 mois. Sinon après, c'est pas possible. Mais il y a une volonté de PowerPoint. Tout à fait. C'est exactement ce que vous avez dit. Au niveau de une seule chose, je voudrais rebondir à ce qu'a dit Monsieur le ministre, c'est Ouhalli, avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Nous n'avons pas un problème. Le Maroc n'est pas un pays sec. Le Maroc... semi-aride, c'est semi-aride. Voilà, semi-aride. Pour les céréales, Assimadi, tous les spécialistes, les gens, j'espère que OIH va confirmer au moins ce que je vais dire maintenant, c'est que nous n'avons pas de problème de quantité de pluie pour faire des céréales. On a un problème de répartition. Exact. Et c'est ce problème de répartition, ça fait que nous avons besoin d'irrigation d'appoint. On a besoin de pas grand-chose. On a besoin grosso modo de 100 mm d'eau
entre le mois de, disons, à la levée des céréales et ensuite au talage, donc au mois de février-mars. Donc c'est faux de dire que ça, on dépend de la quantité d'eau. On n'a pas de problème de quantité d'eau. On a un problème de répartition. Et les céréales doivent redevenir la priorité aujourd'hui de l'État parce que ça dépend de la souveraineté alimentaire. Je vais juste en vous dire que dans les années 80-90, nous avions 2 programmes. L'APL 480 et le GSM 506, dans lesquels on a importé des États-Unis des céréales à 90 dirhams, entre 80 et 90 dirhams le quintal arrivait Casablanca, et qu'on payait en dirhams, et sur lesquels nous avions des crédits de 30 ans pour le payer. Et à l'époque, on disait non monsieur, on préfère soutenir un prix à 240 dirhams plutôt que de l'acheter à 80-90 dirhams chez les Américains. Tout ça parce que ce n'était absolument pas une vision économique, c'était une vision politique. Et aujourd'hui, le prix du quintal est à 310 dirhams. Et toutes les minoteries du centre du pays sont en train de faire parce qu'elles ne sont plus compétitives par rapport aux minoteries du littoral. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes en train de donner la priorité à l'importation alors que nous avons j'insiste sur une chose qui est fondamentale, parce que vous parlez de commercialisation et vous avez 1000 fois raison parce que c'est là où il y a la valeur ajoutée. Mais en amont, la recherche, on ne peut pas continuer à parler d'agriculture si on n'a pas une recherche qui est au point, et je salue les groupes privés et à leur tête les domaines agricoles qui sont vraiment à la pointe aujourd'hui de l'agriculture et qui font rôle aussi de vulgarisation et de formation, et avec lequel nous avons beaucoup plus appris qu'avec la recherche agronomique du ministère de l'Agriculture. Hamou Hali voulait réagir avec ce agronomique du ministère de l'Agriculture. Hamou Hali voulait réagir avec ce agronomique. Finalement la parole parce que ça vous n'êtes d'accord avec personne. Non. Au fait, quand on fait le bilan de quelque chose, d'un programme il faut qu'on parle aussi des acquis. On va pas parler que bien sûr, moi aussi, je peux mettre à vous débiter un ensemble disons, de difficultés. Je ne débite pas, monsieur le ministre. Hein. Non, je ne débite pas. Je m'adresse. On réfléchit à haute voix. Là, je m'adresse pas. Vous laissez-moi terminer. Je vous ai pas arrêté. Si Jawad. Je me parle de moi-même. Je dis que si je veux faire un bilan, je vais quand même dire les acquis et les manquements. Bien sûr qu'il y a des acquis. Il faut qu'on en parle, parce que c'est très important. Donc quand on veut faire par exemple une irrigation d'appoint, moi je vous le demande, si on a une année de sécheresse à Chaouia, comment on peut faire une irrigation d'appoint? Comment on va chercher les 15 millimètres, par exemple, au printemps pour les irriguer? Ça, on a une... Je vous réponds, là, je vous laisse parler, monsieur le ministre. Là, comme je vous ai laissé parler... Laissez-le finir, et puis après, vous aurez l'occasion de lui répondre. Parce que, disons, il y a une agriculture irriguée, on mobilise l'eau, il faudrait qu'on parle d'un acquis important, c'est-à-dire l'irrigation par goutte à goutte a permis de faire des économies énormes en eau. Équivalent de plusieurs barrages. Ça, il faudrait que vous le souligniez de temps en temps. Il y a également, pour ce qui est de la commercialisation, il y a le fait que quand le Maroc vert a commencé à travailler, la production a beaucoup augmenté, la productivité a augmenté. Beaucoup, les dattes, les olives, les agrumes, les agrumes étaient vieillissants, on les a redynamisés. Par rapport, et on les a pas encore suffisamment redynamisés par rapport à l'Égypte, par exemple, ou à d'autres pays qui sont en train de prendre nos marchés. Mais moi, je remets pas en cause la production qui a augmenté. Moi, mon problème, il est dans la commercialisation, dans le partage de la richesse. Mon problème, il est là. Je suis en train de vous parler de la commercialisation. D'abord, le plan Maroc vert a permis une production importante. C'est vrai. Avant, le problème de commercialisation ne se posait pas avec autant d'acuité. Il se pose maintenant parce qu'il y a des surproduits. Et on ne peut pas faire des usines agroalimentaires avant d'avoir de la matière première. Avouez que on ne peut pas mettre les bœufs avant la charrue. Enfin, l'inverse. Mais là qu'on a la production, maintenant, le prochain programme, ce programme de Green Generation, lui, il va mettre l'accent sur les 2 points essentiels de manquement. Ça, on peut en parler du premier plan, c'est-à-dire la valorisation,
C'est pour ça qu'on va encourager maintenant l'agroalimentaire avec l'autre ministère concerné. Et deuxième chose, on va mettre un peu plus, même si le pilier 2 s'est occupé du petit agriculteur, on va mettre un peu plus l'accent, surtout après le discours royal pour la création de la classe moyenne et des jeunes, parce que justement la moyenne d'âge des agriculteurs dépasse la soixantaine, et donc il faut encourager. Ça c'est quelque chose de futur et justement qui va aussi améliorer. Laissez-moi dire qu'on ne peut pas régler les problèmes de l'agriculture. Nous sommes pas un pays agricole, nous sommes un pays qui fait de l'agriculture. Un pays agricole, c'est celui qui fait 1000 millimètres par an de précipitation, mais on n'est pas les États-Unis. On ne produit pas comme les États-Unis. Mais on mobilise nos moyens hydriques, nos moyens. Ce qui est très très bien, c'est rare. Très souvent, je vois des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans du fumier, parler d'agriculture, faire de la théorie et faire autour de cette table, on est tous agriculteurs et c'est très bien. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose. Quand on parle de volonté politique, non, il n'y a pas de volonté politique. Il y a de l'envie politique de faire bonne figure, de faire un programme, de le réussir, de bien se faire apprécier par les autorités du pays, mais la volonté politique, c'est autre chose. La volonté politique, c'est quand vous allez, vous vous rappelez de l'opération Touisa de Feu Hassan de Lahmo, c'était la volonté politique. C'est-à-dire, on va labourer, on va sortir tout le monde, et on va labourer le plus de terrain possible. Maintenant, laissez-moi vous parler de patriotisme. C'est rigolo, c'est plus très à la mode, mais j'aimerais bien qu'on parle de patriotisme. Parce que dans les choix qu'on fait, le patriotisme est un élément extrêmement important. Nous ne sommes pas un pays agricole, nous sommes un pays agricole, ne serait-ce que pour le besoin que nous avons de l'agriculture. Oui, Covid a montré que l'agriculteur était un des piliers de cet État. L'agriculteur, c'est pas le fellah miskin, qu'on a l'habitude de dire dans ce pays. Il est l'un des piliers de la stabilité et de la sécurité de ce pays. Et pourquoi? Parce qu'il a produit, parce qu'on a trouvé des fruits et légumes au coin de toutes les rues, on a fabriqué des étalages, on a vendu. Les gens n'ont pas eu l'impression, comme dans d'autres pays qui ont souffert, ne serait-ce que des bananes, nous avons produit, nous avons mangé et nous sommes dit au point on peut rester chez nous. Mais ça se tient, excusez-moi Hamid Faridi, lorsqu'on dit l'agriculteur miskin, oui, ça se tient parce que l'agriculteur, la situation actuelle, parce qu'on l'a mis dans un système qui l'opprime. Kilo de légumes, et je mesure mes mots, dans chaque kilo de légumes acheté par le consommateur marocain, il y a une part de la sueur de l'agriculteur qu'on ne paye pas. Il y a une part du salaire de sa femme qu'on ne paye pas, de ses enfants. Mais c'est pour ça qu'il a le salaire minimum le moins important dans toute la... Le SMAG, vous avez un SMIC à 3000 dirhams, vous avez une machine. Donc tout le monde parle aujourd'hui, il n'a même pas le SMAG. Aujourd'hui, tout le monde parle de revaloriser le rôle et les salaires des médecins, des soignants, des enseignants. Il faut que l'agriculteur soit en tête de tout ce monde-là, parce que le premier pas vers la santé, et là, je dis très, très clairement dans ma tête, le premier pas vers la santé, c'est la qualité de ce que nous mangeons. Par contre, quand vous oubliez la recherche agronomique, mais littéralement, absolument, littéralement. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez même pas au début de quelque chose qui vous sort des sentiers de l'INRA, etc., pour fixer des objectifs patriotiques. Nous allons faire, avec le peu d'eau que nous avons, nous allons faire mieux que tous nos voisins. C'est facile, mais au mieux de tous nos concurrents, et nous allons arrêter d'importer de la viande sous forme de soja, de la viande sous forme de maïs, les deux piliers de l'élevage, le soja et le maïs. Et monsieur Ohali, moi je n'aime pas discuter avec lui en tant que... coûte 700 litres d'eau le kilo. Est-ce que nous avons fait le bon choix? Est-ce que nous avons fait le bon choix par rapport à nos où nous avons passé la main? C'est-à-dire, là je vais encore une fois, les grands cabinets internationaux ont cette fâcheuse habitude d'être à la fois le conseiller d'un ministre et le conseiller d'un céréalier international. C'est ça le drame. Et que parfois, ils ont vite fait de comprendre qu'il vaut mieux importer l'orge parce qu'elle a moins d'1 dirham le kilo arrivé de Port Casablanca. Sauf que l'orge, aujourd'hui, quand elle augmente, on envoie un responsable d'une boîte d'huile pour expliquer que le maïs a flambé sur les cours internationaux et que du coup, le prix de l'huile a augmenté. Pourquoi nous n'avons pas prévu tout cela? Les cours des céréales sont devenus aujourd'hui un vrai marché de concurrence entre la Chine, la Russie et les États-Unis, et que quelque part les petits le Maroc seront vite broyés.
La recherche agronomique a disparu au Maroc. Et quand bien même on me parle de 20 000 ou 10 000 autres chercheurs, c'est plus des enseignants. Quand vous enlevez les chefs de service, les chefs de division, les responsables du parc automobile, il n'y a plus personne. C'est des salaires, c'est des postes budgétaires qui ne produisent pas de l'idée. Résultat, les semences marocaines, celles que je pense que M. Voyer, je les connais très bien, vieilles semences marocaines de maïs, etc., de blé, d'orge, etc., ont disparu. Elles ne sont plus en souffrance, elles ont disparu. Pourquoi ces semences avaient de la qualité? C'est qu'elles étaient d'un cycle court et qu'elles avaient besoin de moins d'eau. Et surtout, quand il y avait une année pluvieuse comme cette année, on n'était pas tous en train de faire la queue pour acheter des fongicides, etc., pour soigner les semences, le blé qui pousse, mais qui est atteint de rouille rapidement, qui est fragile, qui est fait à l'international pour produire dans les belles prairies françaises peut-être du blé tendre rapidement, mais qui n'est pas, ou de l'avoine, surtout de l'avoine pour les éleveurs comme moi, mais qui n'est pas fait pour résister à un climat comme le Maroc, qui est quand même un petit peu africain, et où très rapidement vous allez compenser le prix d'achat, qui est peut-être intéressant, par des achats en pesticides, fongicides, qui se retrouvent dans l'assiette du Marocain. J'attire votre attention sur le fait que beaucoup de familles commencent à peine à comprendre qu'il y a un lien entre le pain que nous mangeons et beaucoup de maladies qui s'installent dans le pays. Deuxième point, je vais aller très rapidement. La faillite de la recherche scientifique, j'en ai parlé. Puis, il n'y a absolument aucun levier de communication. Il y a l'administration, il y a les bureaux de l'ONSA. Il n'y a aucun levier de communication entre la base, entre agriculteurs. Avant, il y avait les paysanneries. Il y avait les CT. Il y avait tout cela. Et tout cela permettait que l'agriculteur pouvait discuter. Un technicien pouvait donner son avis aussi pour dire non. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il y a pardon? Il y a un cas comme l'état de l'ANCA. Quel est l'état de l'ANCA? Sérieusement. L'enseignement agricole au Maroc. J'ai la chance d'aller au salon d'agriculture chaque année. Et chaque année, je fais l'impasse sur un certain nombre de stands parce que juste ils n'ont rien à me dire. Justement, c'est des stands qui sont là pour faire joli, pour briller lors du passage de Sa Majesté ou du Prince héritier. Mais réellement, quand on va sur le terrain, est-ce que c'est un bureau de l'ANCA proche des agriculteurs, par exemple, de Bejdid, de Jdida, de Brachid? Il n'y en a pas. Ces gens ont coupé tout lien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une politique du tout importation. On se dire, oh, le veau marocain, on produit de la viande, c'est faux, parce que le tout importation, c'est que on ne fait que du travail de façon, comme dans le textile avant, on faisait les boutons des chemises et tout. Aujourd'hui, on amène le veau, on le avec des produits importés, des médicaments importés, de tout ce qui est importé, on va l'envoyer dans un abattoir, et puis c'est fini, et puis on est heureux. Troisième point, le tout importation de semences, puis l'absence d'ambition sur le plan de la souveraineté alimentaire. Il n'y a même pas de l'ambition de la volonté politique. Il y a une absence totale d'ambition. Parce que moi j'ai écouté un jour le ministre de l'Agriculture parler de dire là où on peut, au salon le croix, là où on peut produire des arbres, des fruits pour l'export, pourquoi est-ce qu'on va faire des céréales? Ça c'est une vision de cabinet. C'est ça. Lui-même, c'est ce que vient de dire. C'est une vision. C'est une vision de cabinet d'études. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agriculteur qui choisit ce qu'il va. Rapidement. C'est l'agriculteur. C'est ce qui me dérange dans ça. On ne peut pas imposer à l'agriculteur quelque chose qu'il ne veut pas. Évidemment. Mais c'est là où je parle d'ambition politique, de la souveraineté alimentaire. Pourquoi? C'est de se dire à un moment donné, nous avons dans ce pays la chance d'avoir des agriculteurs. Vous savez que le monde, c'est la chance du Maroc. Parce que très bien, demain, tous les ruraux peuvent descendre en ville, s'installer et dire, ah, je fais un triporteur et j'arrête de me préoccuper pour produire quelques quintaux. Nous avons la chance d'avoir des ruraux. Nous avons la chance d'avoir une agriculture marocaine avec des traditions. Mais en face, de plus en plus, depuis 10 ans, chaque année, je souffre pour trouver de la semence. Je souffre pour trouver. D'abord, il y a une telle, comment on appelle ça, de la spéculation sur le prix a triplé. Il y a de la spéculation sur les pesticides. Il y a de la spéculation sur tout. Parce qu'il y a tout un microcosme de gens qui vivent du désir du petit agriculteur à produire. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire, c'est ce patriotisme agricole qu'on a. C'est surtout protéger. Ces gens-là, ce sont les intermédiaires. Je suis désolé, ceux qui font de la spéculation et qui sont. Comment, la vraie question que j'ai, comment produire intelligemment, smart culture, pour qu'on arrête de produire en puisant la nappe phréatique marocaine, pour qu'on arrête de produire en utilisant 700 litres pour produire 1 kilo, pour qu'on oriente les gens vers des cultures qui n'ont pas le bourg. Encore une fois, le rural, c'est la chance du Maroc. Le bourg, c'est la chance. On a une grande tradition. Peut-être que demain, nous pourrons vendre notre savoir-faire de comment produire avec très peu d'eau, de quelque chose à faire consommer.
On l'a pas. On a un mépris total pour tout ce qui est beldi, tout ce qui est local, tout ce qui est semences, etc. On a un mépris total pour tous ceux qui, vous savez, le plan Maroc vert a apporté de l'argent, mais à condition que vous soyez dans l'irrigation. Si vous êtes en dehors de l'idée même d'irriguer, il y a personne qui vous parle. Très bien, Ahmed Ouaïa, je voulais réagir, ancien président de la... Merci Mehdi de me donner la parole. Moi, j'ai écouté avec grand intérêt donc l'intervention d'Yel Hamid Faridi. Et je salue en lui la forme de militantisme. D'ailleurs, je vois qu'il parle militaire dialogue, c'est la fibre de l'agriculteur que j'espère, enfin, je sais très bien qu'on le partage ensemble. Mais je veux juste apporter quelques précisions. Vous avez parlé des semences. Certainement, quand vous parlez de semences, vous parlez des semences céréales. Alors, les semences de céréales, le Maroc produit 98% de ses besoins de semences céréales. Et c'est la Sonacos qui s'en occupe. Attends, si Chamil, t'es d'accord ou pas, on discute, mais qu'est-ce que donc elle importe, donc la Sonacos, je me demande si c'était pas producteur de semences à Jawed, il produit 98%. Il y a les céréales, dans 95%, c'est des semences marocaines. Il y a des semences qui sont arrivées donc de l'INRA, semences qui sont donc des obtentions privées et obtenues au Maroc et enregistrées dans le catalogue officiel marocain. Alors, les autres semences, il faut dire que il y a énormément de qu'on importe. C'est pas une honte. La France importe ses semences. L'Allemagne importe les semences. L'Espagne importe les semences. Même les États-Unis, ce sont des semences qu'ils utilisent en betterave, etc. Donc, il y a un circuit, disons, du commerce international. Je vends de la semence de céréales, j'importe des semences de betterave, etc. Et on peut rien faire. Voyons un peu ce que fait l'INRA. L'INRA, on est d'accord. Il y a l'INRA, il a souffert un peu par le départ volontaire, la vague de départ volontaire, où les chercheurs sont partis malheureusement. Et après le départ volontaire, c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre débat. Il y a la majorité des chercheurs sont en temps par ils sont partis, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'action, et malgré tout ça, ils s'accrochent. Mais il faut dire aussi autre chose, c'est que dans tous les pays, les puissances mondiales, disons, mondiales agricoles, la recherche agronomique, ça veut dire la recherche publique, ne représente que 2 à 5%. C'est le privé, que ça soit les armes, que ça soit pour la téléphonie, que ça soit pour tout, il faut encourager le privé. Le privé, bien sûr, et ça, je partage parce que la vision, moi aussi, j'ai un peu examiné, un peu étudié un peu la semence paysanne. C'est un peu bon. Pierre Rabhi, certainement, vous le connaissez. Vous avez lu un peu de Pierre Rabhi. Lui, il est pour la semence biologique 100%. Pas de recherche là-dedans, pas de gènes étrangers. Je parle pas de GM. D'ailleurs, je défie quiconque et Goulina maintenant, et je suis maintenant on écoute les ondes d'Yelkoum, et a tenu un seul hectare dans le monde de céréales produits OGM. يقولوا لي فين كاين؟ زيرو ما كاينش. دي كاينين في الأرجنتين. Je suis céréalier, je sais de quoi je parle. ما كاينش. كاين في الماïs les OGM, c'est les États-Unis, c'est l'Argentine, c'est l'آخره. كاين في الصوجا. كاين هنا. Mais les céréales ما كاينيش. Ça je le dis. Alors نرجع لواحد الحاجة اللي هي très importante parce que l'agriculteur, je suis tout à fait d'accord avec Mehdi, dire que c'est le maillon faible de toute la chaîne. C'est lui, le pauvre, il paye disons, le désordre aussi, parce qu'on parle de changement climatique. Je vois pas de changement climatique. Je vois le désordre. On n'a jamais une année bhal l'autre. Donc, quand il produit plus, il vend à des prix du sol. Et quand il produit moins, eh ben, il va connaître le surendettement. Donc, le pouvoir public qui compte c'est là où il faut également soutenir la production nationale. تفق معك 100%. لأنه هاد الناس ces gens-là, ces agriculteurs-là, si on ne les soutient pas, mais si ils ont pas minimum, je dis pas universel, il n'y a pas d'agrégation au niveau des céréales. L'agrégation, c'est autre chose. L'agrégation, d'abord, le mot agrégation, c'est un autre problème. Quitte à certains ils vont être secoués. Ça fait 40 ans que ça existe, l'agrégation. C'est pas nouveau. On a juste changé le nom. Avant, on l'appelait la propre intégrée. Il a été lancé par Cristal Le Sieur dans les années. C'est vrai, il d'ailleurs, tiens. Et après, donc, c'est l'État qui l'a encouragé dans ses propres sécurités. Avant la privatisation. Ça veut dire quoi, l'opération intégrée? Ça veut dire, on donne à l'agriculture surtout le crédit. Là, vous ne parlez pas du financement, malgré les efforts entrepris par le Crédit Agricole, qui reste le seul
qui s'intéresse un peu à la campagne. Et puis il y a une absence totale des banques. Donc on lui apporte aussi les intrants, semences ou autres, et on lui apporte aussi l'encadrement, que ce soit mécanisation ou pas, et puis on lui achète surtout la totalité de la production à un prix garanti. Résultat final, on est passé, et tenez-vous bien, en sucre, de la filière que tout le monde connaît, on est passé de 5 tonnes de sucre extractif à l'écart, aujourd'hui on est à 14, ça veut dire la moyenne française. Avec moins d'eau, pour économiser un peu, moins d'intrants, c'est-à-dire voilà, mais c'est un résultat qui reste isolé. C'est quelque chose, on aimerait bien s'étendre un peu aux céréales, mais les céréales, personne n'en veut. C'est aléatoire. Le financement des céréales par la banque, c'est aléatoire, personne n'en veut. Quand on ne pas, film Rajchid. Donc personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on ne peut pas le faire. Eh ben, il y a des agrégations qui datent depuis déjà plus d'une dizaine d'années au niveau du lait. On va parler plus tard, peut-être, dans la commercialisation du lot. Il y a au niveau de la tomate industrielle. Moi-même, je suis agrégé. Il y a les produits, il y a pas mal de produits où il y a des résultats. Et là où on attend plus de l'État, d'abord, disons, les croissants de la pauvreté dans le sud du Maroc, et également les zones sèches. Il faut trouver des solutions. D'accord, les programmes, disons, des pouvoirs publics, à un moment donné, donc la superficie donc des céréales de passer de 5,5 millions à 4,2, mais ça se décrète pas par un arrêté. Il faut convaincre les gens, ils vont faire après. Parce que la majorité de la misère, c'est effectivement au niveau des saisons qui ne sont pas bien arrosées, où on parle de la sécheresse. Que l'année dernière, on se réveille, on dit le Maroc est sèche, la campagne est sèche. Mais chaque année, la campagne est sèche. Et tout simplement parce que l'année dernière, ça a touché tout le Maroc. Mais les gens, par exemple, au sud de l'axe de Casablanca, le sud, les zones qui ne sont pas irriguées, ils récoltent ces gens-là 3 années sur 5. Et à quel rendement ils obtiennent? Parce qu'ils n'arrosent pas. Mais quelle est la culture de substitution s'il n'y a pas d'eau? Donc il faut une gestion de l'eau, il faut un transfert entre bassins, il faut également voir un peu, je pense que c'est pas un hasard que le ministre il a présenté donc l'aménagement des forêts, le plan des forestiers. Quand on parle des forêts, il n'y a pas que la forêt. À côté de la forêt, il y a ce ministre, c'est disons les eaux forêts. Il gère aussi l'eau, il gère également les parcours. Pourquoi on ne parle pas de parcours? On sait qu'il y a des exemples de grands ranchs dans le Maroc. Pourquoi il n'y a pas des ranchs un peu partout? Les coopératives aussi. Vous avez parlé de la commercialisation. Pourquoi on va rester otage des marchés de gros? D'ailleurs, le plan... Moi, j'aimerais bien qu'on puisse parler des marchés de gros. On va comprendre, mais je ne pense pas que ça va être la solution unique. On prévoit 12 marchés de gros. 12 marchés que ça a été annoncé. Est-ce que c'est vraiment... ça fait une année, l'IDEST. Ça fait une année qu'il est passé. Mais est-ce que c'est vraiment la seule... Et d'ailleurs, ce programme de commercialisation de Simedi, il n'est pas spécifique au Maroc. Il est partout. Et il va être permanent, d'une manière permanente, parce qu'il y a une lutte entre celui qui produit et la lutte entre le distributeur, celui qui se remplit les poches, etc. Une dernière chose, je crois que je vais épuiser un peu mon temps de parole pour cette journée, sauf s'il y a des choses là. On parle si Chami, il parle de là. On parle si Chami, il parle de là. On l'a vécu, il y a le plan laitier, il y a le plan céréalier, il y a le plan, plein de plans qui ont été faits et ils ont été récupérés dans le plan donc le plan le Maroc vert. Et pour être encore plus précis, les objectifs le plan HADA et aussi les autres plans, ils étaient de 4 à 5 piliers importants depuis le gouvernement d'Abdallah Ibrahim. J'étais encore jeune, mais après, quand j'ai mis les pieds d'ailleurs dans un âge, parce que je suis pas tombé, c'est un métier que j'ai pas choisi. Je suis né agriculteur, c'est comme ça. Je remarqué ces objectifs. Ils sont 4. Après, un ministre, depuis les années 95, il a ajouté un 5e. D'abord, satisfaire le pays en denrées de premier ministre. C'est un objectif qui a été atteint pour pas mal de filières dès 95. On était satisfaits. Très rapidement, Ahmed Ouayache, s'il vous plaît. Le premier, c'était donc... c'est la satisfaction du pays en denrées de première nécessité. Donc, sucre, viande, lait, etc. Oui. Et dès 95, carrément, certains produits, on le couvrait totalement.
Et d'ailleurs, il y a des corrections après pour le sucre, le discours du food en 74, je ne vais pas rentrer dans les détails. Passons. La deuxième chose, c'est, améliorer, développer, diversifier l'offre exportable pour avoir du devise dont notre économie a besoin. Troisième chose, c'est améliorer le revenu des agriculteurs. C'est important, plus qu'important. Quatrième chose, c'est moderniser nos campagnes pour fixer les gens, etc. Et le cinquième pilier ajouté en 1995, parce que le ministre de l'Agriculture était aussi ministre des Travaux publics et ministre également de l'Environnement, à l'époque, Ziad Belfaqih pour le dire son âme. Donc il a inscrit toutes ces actions dans le cadre d'un développement durable. À les 5. Chaque année on les reprend. Alors, si on veut faire une évaluation, c'est face à ces 5. Qu'est-ce qu'on a fait pour aider les 5 piliers? Est-ce qu'on couvre tout le besoin en dehors de ceux qu'on couvrait déjà? Est-ce qu'on a mis... Voilà, c'est tout, j'ai fini. Et Jawad Chami voulait réagir, commissaire du salon et agriculteur. Écoutez, juste entre transférer, on est passé d'une des économies de production à des économies de marché. Donc, il y a des choses qui ont complètement changé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un plan quel qu'il soit sans qu'il ne soit décidé en aval d'abord, avant d'aller vers là. On ne peut pas produire, et ensuite chercher à qui vendre. C'est surtout que nous sommes sur des denrées périssables. On n'est pas sur de l'artisanat ou de la DAD, etc. Donc je suis désolé. Là, on doit parler de conjoncture et ne pas remonter à Abdallah Ibrahim. On est obligé à l'équation qui est à résoudre aujourd'hui. Sur laquelle nous partons déjà perdants. Mon patriotisme, c'est quoi? C'est que même si on est 10 fois plus performant qu'on ne l'est aujourd'hui en agriculture, mon patriotisme, ma forme de patriotisme, c'est d'aller vers ce qui va pas et essayer de faire avancer mon pays. Donc ce qui va pas, c'est la Monsieur que la commercialisation, pas que. Non, il y a un trait qui est important et il faut faire profiter les gens peut-être à das. Il fallait dire quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en train de planter des arbres et ensemencer des terres avec des plants qui n'ont plus d'actualité dans le monde. Aller vers les appels d'offres du ministère de l'Agriculture. Ou chauffe d'abord les oliviers qu'on est en train de donner aux agriculteurs à planter. Alors un olivier, c'est la semence. La semence, vous ensemencez la terre, ensuite vous récoltez et c'est pratiquement terminé. Mais là, l'arbre, vous le plantez, vous attendez 5 ans, 6 ans, voire 7 ans, pour vous rendre compte que sur le plan génétique, il y a des arbres qui, sur le plan mondial, etc. Bon, je vais parler de l'olivier, c'est le cas aussi pour d'autres plants. Bon, donc là déjà, en amont, on est déjà dans l'erreur. Alors, ce que je dis, le plan Maroc vert, oui, il a eu de bonnes choses. La première des choses, c'est mobiliser des fonds extrêmement importants, 150 milliards de dirhams. C'est la première fois qu'on voit un plan aussi ambitieux, aussi audacieux. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que quand on essaie de résoudre une équation, et l'équation, Dieu sait qu'elle est compliquée, je ne dis pas qu'elle est simple, et que vous avez faux depuis le domaine de définition, c'est qu'ensuite... Le résultat. Alors, aujourd'hui, Sa Majesté parle d'une classe moyenne. Et nous devons absolument nous battre pour donc faire dégager une classe moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de classe moyenne. Ça veut dire que tous les revenus qui ont été tirés de la terre, une partie n'est pas revenue légitimement à la terre. Moi, c'est ce sentiment d'injustice que j'ai, parce que le taux de croissance au Maroc a très souvent été largement complémentaire de la croissance agricole, mais par contre, le retour vers les campagnes a été zéro. Et c'est là, tant que nous allons avoir dans notre pays l'exode rural, tant que nous allons avoir Mais justement, Jawad Chami, c'est pour ça que moi je veux parler de la chaîne des intermédiaires et c'est pour ça que je veux parler du macro, parce que quand vous vendez à perte, quand vous vendez et vous ne profitez pas de la croissance, il y a un moment donné, c'est un vrai sujet à adresser. Oui, parce que je veux bien qu'on parle de la recherche et développement. C'est un problème de revenus. C'est-à-dire que l'agriculteur, aujourd'hui, a des besoins bien avant que sa récolte n'arrive à terme. Et que très souvent, il est obligé de se lier avec un intermédiaire de façon à avoir tout simplement de quoi manger. Parce que il ne peut pas arriver jusqu'au mois de juin ou de juillet, de faire sa récolte, de la commercialiser, d'encaisser. Mais il vend parfois sa récolte avant même qu'elle ne oui, tout à fait. Il la vend 3 mois avant, 2 mois avant. Mais il y a déjà 3 à
intermédiaires. Moi, je suis d'accord avec Sifalidi. Je pense Sifalidi qui a dit chacun doit faire son métier. Les intermédiaires, c'est important. Ils doivent rester. Mais on doit les structurer. On doit non, jusque au niveau de la redistribution des revenus, il faut que chacun tire sa part, pas plus. Oui. Qu'on n'ait pas du jour au lendemain donc un prix qui bascule du double voire du triple. La mandarine, vous l'achetez. Excusez-moi, le kilo vous l'achetez au niveau de la bonne saison, vous l'achetez à 4 dirhams à peu près. Oui. Et puis la même mandarine, vous pouvez la retrouver quelques mois, 6 mois plus tard ou 4 mois plus tard à 15 dirhams. Mais 2 jours plus tard, 2 jours plus tard, à la chaise Goulka, 6 mois. 2 jours plus tard, vous la retrouvez à 2 fois, 3 fois le prix. Parce que aujourd'hui, les circuits de distribution font que c'est un contrat perdant-perdant avec l'agriculteur. Tout se fait au détriment de l'agriculteur. Et que donc la chaîne, depuis qu'on a nanti son produit, dès qu'on a acheté son produit, vous avez donc un certain nombre de... Oui. Parce qu'il faut dire, c'est un peu compliqué parce que bon, l'agriculture est saisonnière. Vous avez l'oignon de Bni Mellal qui arrive à telle époque, l'oignon de l'Hajb qui arrive à telle époque, la pomme de terre de telle région, donc il y a des interactions entre régions. Et puis là, il y a un problème de spéculation. Et autant la spéculation, elle n'est pas que dans l'agriculture. La spéculation, elle est partout malheureusement au pays. Ça, c'est un débat sur lequel il faut qu'on ouvre aussi ce débat de la spéculation. Parce que ce n'est pas normal qu'on ait un laps de temps aussi peu, pourvu que ça profite à la ménagère, pourvu que ça profite à la famille. Qu'on vende la mandarine à 4 ou 5 dirhams et qu'on la retrouve à 5 ou à 6 dirhams, à la limite. Est-ce qu'on doit supprimer, excusez-moi, mais je pose la question avant de passer à Ahmed Ouhalli, on a les 400 mandats au niveau des marchés de gros, notamment celui de Casablanca. Est-ce qu'on doit arrêter avec ça? On doit se dire, le ministère de l'Intérieur doit supprimer ces listes, d'autant plus que ces listes sont devenues héréditaires, que on n'est pas mis en famille, d'enfants, c'est n'importe quoi. Est-ce que ce système qui pouvait éventuellement se justifier en 1960, en 1970, en 1980, ne peut plus durer en 2021. Est-ce qu'on peut adresser ce problème sérieusement, Ahmed Ouhalli? Oui, moi je vais parler un peu de la conversation. Vous nous relancez sur la conversation depuis le départ. Je pense qu'on va en parler un peu. Les choses ne sont pas aussi figées qu'elles en ont l'air. Vous savez, moi j'ai eu la chance de concevoir, dans le cadre d'un grand groupe financier, de concevoir les premiers abattoirs marocains aux normes européennes. Et croyez-moi, c'était pas facile. Quand on parle de volonté politique, il n'y a pas que la volonté, il y a tout un environnement. C'est que les abattoirs sont gérés par les communes. Oui. Et les communes ne sont pas prêtes à... Ça, c'est un peu ce qui se passe sur le terrain, ne sont pas prêtes à lâcher, disons, cette activité, alors que... Mais moi, excusez-moi, Ahmed Ouhalli, moi ça me dérange pas. Je vais parler de ça et je vais parler des marchés de gros. Juste une chose, moi ça ne me dérange pas que les communes ne veuillent pas lâcher ces marchés de gros, mais moi ce qui me dérange c'est de voir que les marchés de gros génèrent à peine 7 milliards de dirhams, là où on sait que la valeur est au moins 2 fois à ce prix, à ce montant-là. Personne ne peut donner le montant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que les auditeurs comprennent? Vous arrivez avec votre camion, vous devez payer 7%, si je ne me trompe pas. 7% de la valeur de ce que vous avez dans votre chargement. La réalité, c'est que personne ne les paye. Moi, je veux qu'on les paye. Mon problème, il est là. Je veux de l'argent sur la table. Et je ne veux pas que les intermédiaires profitent du système, que les communes ferment les yeux, que tout le monde ferme les yeux, qu'on fasse comme si il n'y avait pas de problème. Il y a un problème. Et une fois que vous rentrez dans ce marché de gros, vous avez des carrés, ce que vous appelez des carrés au niveau des marchés de gros. Des carreaux. Carreaux, comme vous voulez. Donc voilà, on a des espaces qui sont vendus par ces mandataires, loués par ces mandataires. Mais moi, je comprends pas ça. C'est des rentes à vie. Non, moi aussi, je veux un carré ou un carreau, appelez ça comme vous voulez, mais moi aussi j'en veux un. Donc à un moment, le ministère de l'Intérieur, c'est vrai qu'il y a le ministère du Commerce, l'Industrie et le ministère de l'Agriculture. Mais aujourd'hui, moi, mon problème, je vous le dis très clairement, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ce qui se passe au niveau de la Direction Générale des communes et des collectivités locales. Mon problème, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux voir un plan pour arrêter, pour stopper net. C'est système que je n'ose même pas qualifier. Donc je continue. Je continue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, je vous ai parlé du circuit physique de commercialisation des viandes. Là, depuis que la création de ces premiers abattoirs, c'était pas facile aussi de changer et d'avoir des textes nouveaux. Ça a pris du temps.
7 ou 8 ans avant que justement cette possibilité disons d'intéresser des investisseurs. Juste entre parenthèses, quand on ramène un investisseur dans le monde agricole, on dit c'est un gros. Quand on ramène un investisseur en industrie, on dit il faut faire des facilités, etc. parce que ça fait travailler les gens, etc. Il faut que ça soit la même chose. L'épanouissement de l'agriculture. La différence, c'est qu'il y a des subventions, hein, et il n'y a pas de subventions dans l'industrie. Quand on fait des rabais de taxes et tout ça, c'est pas des investissements. C'est des facilités. Non, je suis désolé. Toujours est-il que pour attirer les investisseurs, bien sûr, il faut faire des facilités. Ça, c'est connu dans tous les secteurs. Et depuis, il y a eu abattoirs qui sont maintenant privés, et également ça a entraîné les collectivités locales, parce qu'ils n'ont plus le monopole, mais ils peuvent encore gérer des abattoirs et les construire. Il y a beaucoup d'abattoirs maintenant, et ça, qu'est-ce que ça veut dire un abattoir moderne? Ça veut dire qu'on peut valoriser la marchandise par la suite. Elle est apte à être transformée. Quand vous avez c'est une catastrophe. Je suis désolé. Laissez-le juste abattoirs, c'est une. Laissez-le juste finir. Alors, laissez-le finir. Des catastrophes en exemple, je suis franchement désolé. Moi, je parle des abattoirs modernes. Des abattoirs modernes. Vous avez géré un abattoir à Sirhli, je salue ce que vous avez fait. Mais ensuite, quand vous êtes parti, je trouve la situation de l'abattoir. Mais l'essentiel, c'est d'avancer et de pouvoir valoriser, parce que vous ne m'avez pas laissé parler. Allez-y. Donc, quand on fait quelque chose dans les normes, on peut valoriser les matières premières. Et vous avez les étals en France, vous avez beaucoup de produits carnés. Par contre, ici, on vend justement pour le tagine, ce qui n'est pas normal. Il y a encore de la valeur ajoutée à faire. Et ça évolue. Je sais aussi que actuellement, pour les marchés de gros, la DGCL, comme vous l'avez dit, est en train d'investir dans des marchés de gros modernes qui vont être la base. Parce qu'il faut d'abord une infrastructure aussi. On parle des marchés de gros, mais c'est du brouillon. Il faut faire de vrais marchés de gros, et le ministère de l'Intérieur, justement avec l'agriculture et le commerce, sont en train d'investir vous allez les voir incessamment incessamment, c'est quoi? C'est dans 10 ans, dans 5 ans? Non, dans 2 années au plus tard, vous allez voir les premiers marchés de gros qui vont apparaître dans les régions de Casablanca, de Rabat, etc. C'est en cours, c'est très avancé comme programme. Maintenant, une fois que vous avez ces nouvelles structures, bien sûr, on va installer tout ce que les agriculteurs demandent, c'est-à-dire la levée de ces 7%, les problèmes d'intermédiaires ou de passe-droit pour signaler les choses comme elles sont. Et je pense qu'on est en train d'avancer dans ce processus. Alors, autre chose, un point que je voulais signaler, c'est que quand on parle du monde rural, il faut pas oublier que 40% du monde rural, 40% de la population marocaine est dans le monde rural. Elle y vit, elle produit. Non, ça fait longtemps que ça s'est stabilisé. L'exode rural dont on parle, ça s'est beaucoup stabilisé par rapport aux années où on ne faisait rien en agriculture. Maintenant, comme l'agriculture étant l'activité économique principale dans le monde rural, il a maintenu des gens dans le monde rural. Puis affirmatif. Hamid Falidi voulait réagir qu'agriculteur et éleveur. Vous savez, c'est les initiatives privées qui font qu'à un moment donné, on a besoin de clarté. On a juste besoin de clarté. Moi, j'ai beaucoup sur le monde de la viande, etc. Grâce à un salon que c'était Carnet, je crois. Carnet. Ouais, j'ai rencontré plein de gens et j'ai compris plein de choses. Maintenant, le rural, c'est pas l'agriculture. Le monde rural, c'est une chose, l'agriculture, c'en est une autre. On peut très bien être un urbain, investir dans l'agriculture, essayer d'être le meilleur, produire selon les dernières normes. Aujourd'hui, l'export à l'international ne dépendra plus des barrières douanières, mais dépend déjà des barrières écologiques. Et nous sommes en train de faire très mauvais. Parce que quand on bat notre agriculture sur la mobilisation des eaux, des nappes phréatiques, nous sommes en train de perdre tout. Parce qu'il y a déjà plus d'eau. Et dans les bassins les plus producteurs, avant c'était Agadir,
Et là, c'est à Casablanca, c'était Chaouia, Bachid. On est en train de souffrir, et petit à petit, on passe de 10 mètres à 20 mètres, à 140 mètres de profondeur. Donc, on n'a plus d'eau. Deuxièmement, on n'a plus de main. Il n'y a plus de main-d'œuvre dans le monde rural, dans l'agriculture. Plus personne ne veut travailler dans l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à les payer décemment, et parce qu'on entre en compétition directement avec les call centers, avec construction. Quand on sait lire et parler français, on va dans les call centers, et quand on ne sait pas, on va aller travailler dans n'importe où, dans les services, et pas dans l'agriculture. Donc, quand vous perdez la main-d'œuvre, quand vous n'avez plus d'eau, ça vous fait une belle jambe d'avoir des kilomètres de tuyaux de goutte à goutte. Ça vous fait une belle jambe d'avoir des panneaux solaires pour pomper l'eau qui n'existe plus. Excusez-moi, vous êtes en train de nous dire qu'on a plus d'œuvre. Par contre, moi, ce que j'observe, c'est qu'on envoie nos évidemment, ça c'est pour l'international. Ça c'est saisonnier, ça paye bien sûr. Ce n'est pas les gens qui ne quittent pas l'agriculture parce qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas parce qu'en Europe, comme en Europe, il y a les paysans ou les agriculteurs, les fils d'agriculteurs ne veulent pas. Au Maroc, il y a un amour, un attachement incroyable à l'agriculture. Et au rural, qu'on n'a pas perdu encore, mais on est en train de le perdre. Chaque année, on perd quelque chose comme plus de 100 000 emplois dans le secteur agricole, dans le rural. Chaque année. Mais on n'en gagne plus. Non, on n'en gagne pas. Non, c'est là où j'ai envie qu'on même si on désolé, les statistiques sont claires. Vous le dire en 2000. Vous allez regarder les chiffres, 2019, ça, oui, net, on perd, on est à quoi? On est à 10 000, 12 000 maximum. Voilà. Non, plus. Maximum. Non, 12 000 c'est un maximum. Quand je fais ma petite analyse. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut parler aussi un peu de positif. Quand on parle de ma petite analyse, le positif, c'est quand on gagne des postes d'emploi. Quand on en perd, même 10 000 par année, ça fait beaucoup. Ça fait 10 000 peut-être pères de famille qui va plus nourrir ses enfants de l'agriculture, qui va plus donner sa force à l'agriculture. Et donc, en termes de perte de compétitivité, on a à faire un choix. Nous voulons continuer à nourrir les Marocains avec une certaine forme de souveraineté. Ils sont plus là parce qu'il y a de la compétitivité, parce qu'il y a eu de la machinisation, c'est parce qu'on a subventionné, etc. Ce n'est plus l'effet de la machinisation. C'est maintenant, avec de la machine, avec de l'investissement sur l'irrigation et tout, c'est que l'agriculture n'attire plus parce qu'on ne gagne pas. Des carottes, tout le monde a fait des carottes, le marché étant ce qu'il est, vous vendez 1 dirham à 80 centimes vos carottes. Vous faites de l'olivier, vous êtes très très fiers de vos oliviers, à la fin de l'année on vous propose 30 dirhams. Est-ce que vous pensez que vous avez travaillé toute l'année, vous avez traité, soigné, trituré, etc. etc. Je peux vous citer des milliers d'exemples. Vous avez là où je veux en venir, c'est que nous avions qui s'appelait l'agriculture vivière de nos grands-parents, un petit capital au niveau de nos vaches, la Tidili, c'est vous qui m'avez appris ça, la petite vache laitière marocaine qui bouffait un peu de paille, qui vous donnait 6 litres. On a ramené des vaches pendant 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'on a une étude de la vache laitière? On ne sait pas. On ne sait pas où les vaches disparaissent. Alors, on importe beaucoup de devises, elles disparaissent au bout de 2 ans, parce que c'est des vaches conçues pour produire beaucoup de lait sur lactation, 3 lactations, et c'est fini. La petite vache marocaine, qui elle produisait un peu de lait sur 15 lactations, on l'a perdue au chemin. La semence, là je peux dire la même chose. Sur tout ce qui est le patrimoine génétique marocain, le plan Maroc Vert, ou Génération Green, l'a vu passer par-dessus la tête. Parce que dans les cabinets d'études, quand on réfléchit, on ne connaît pas la TIDI. On ne sait pas comment la femme marocaine, quand elle a une vache, elle a la fierté pour toute sa vie. Parce qu'elle doit semaine, la petite vache de la marocaine qu'elle va nourrir sur le bord des routes, elle lui permet d'avoir une sécurité. Dans les petits cabinets où on fait de jolis PowerPoint, on ne connaît pas ça. Mais maintenant, ce à quoi je veux aboutir, c'est que on a perdu une manche qui s'appelle le patrimoine marocain sur tous les plans, végétal, animal. On a perdu beaucoup de notre nappe phréatique. On n'a pas profiter de la manne du plan Maroc Vert pour aller créer de la compétitivité avec peu d'eau. On a besoin de beaucoup d'eau pour produire un peu beaucoup. On a perdu de la main d'œuvre, on a perdu des jeunes surtout, parce que encore une fois, quand on dit oui l'un dans l'autre, mais allons voir. Rester dans le rural, dans certains villages, il n'y a plus que les vieux. On a vu ça en Espagne, on y va ailleurs. Là, au Maroc, on est en train de vivre la même chose. Ceux qui ne peuvent plus travailler ailleurs, ceux qui ne savent même pas se repérer dans les rues, restent dans les villages. Les autres, ils sont un peu plus futés, ils partent. Et ils préfèrent aller travailler dans la fraise espagnole que d'attendre d'avoir un bon projet structurant qui va les pousser, les mener vers l'avant. J'ai un vœu, j'ai un souhait. Et je suis très étonné de l'assistance qu'on a aujourd'hui dans cette émission, parce que qui m'aurait dit qu'un jour j'aurais à discuter avec ses amis, avec ses Ouhalli, avec ses Ayer, qui sont tous des experts dans leur domaine. Moi, petit agriculteur, mais observateur de tous les jours de ce qui se passe, je vous dis encore une fois, revoyons les chiffres du ministère de l'Intérieur, je les prends toujours, du ministère de l'Agriculture, je les prends toujours avec des pincettes. Parce que c'est souvent enjolivé, que ce soit sur le plan des semences, que ce soit sur le plan du rôle des sociétés
d'État chargé de s'occuper de l'agriculture. Vous me parlez de Sonacos tout à l'heure, on peut rigoler quand vous voulez le mois de septembre, quand vous allez taper à la porte de Sonacos et vous dites je veux de la semence d'avoine, je veux de la semence. Le niveau, la qualité de l'information, la qualité de l'interlocuteur que vous avez en face, je peux parler d'assurance agricole. C'est le cas de l'ONSA, c'est le cas de l'ONSA. Moi, quand M. Jetot a tiré la sonnette d'alarme en disant l'ONSA ne contrôle pas suffisamment, l'ONSA n'encourage pas suffisamment, allez voir. Allez voir l'ONSA pour lui dire je veux créer une petite fromagerie, j'ai tout ce que j'ai là, j'ai refait les trucs de l'installation. Allez voir le regard du fonctionnaire de l'ONSA qui mais ils ne sont pas là pour se défendre, donc du coup je ne pourrais pas vous laisser dire mais ça. Il vous donne la liste des choses et parmi lesquelles il vous parle d'un agrément sanitaire. A dit arrêtons avec les agréments. Alors les agréments, parlons d'une autorisation. Donnons à celui qui veut produire de la confiture artisanale une autorisation avec des contrôles. On ne peut pas lui exiger un agrément. Et l'agrément, les marchés de gros. L'agrément, c'est pour protéger le consommateur. L'autorisation aussi, elle peut protéger le HEDA, une autorisation renouvelable. Non, c'est une norme internationale. Ce n'est pas vrai parce que quand vous voulez qu'on se promène dans les différents sentiers où on produit, vous allez voir qu'il n'y a pas de contrôle parce que l'on a assez d'outils pour contrôler. Non, ça c'est un autre problème, bien sûr, les ressources humaines, mais ils sont là pour protéger le consommateur. On doit commencer. C'est des normes nationales qu'il faut appliquer. Le ministère de l'Agriculture. Et surtout l'Union européenne. Le ministère de l'Agriculture doit très vite, parce qu'il est en charge d'un secteur très lourd, très important dans la vie des Marocains, de tous les Marocains. Il doit très vite se remettre en question sur un certain nombre de plans. La première des choses, c'est les chiffres qu'il manipule, le contact qu'il a avec la base, avec la rue, et sa relation avec la on doit comprendre que vous ne voulez pas revoir Aziz Arnouch à la tête de ce gouvernement au niveau de l'agriculture. Je vous promets que ça dépend pas du bon vouloir d'Arnouch. Vous croyez que les intermédiaires du marché de gros dépendent de la décision de M. Arnouch? Vous croyez que demain, avec de nouveaux marchés de gros, moi je viens dans votre émission pour parler en toute liberté parce que on a ça en commun, vous et moi. Mais vous croyez que demain, avec la nouvelle loi, quand je lis dans la loi que c'est l'obligation de passer par les marchés de gros, vous pensez que le petit agriculteur, il va trouver son compte et que les intermédiaires qui n'ont rien d'autre à faire que de se positionner pour le nouveau marché vont laisser les choses changer? Non. Ahmed Ouayache, agriculteur. Je répète encore une fois, sincèrement, moi je suis touché par ce qu'il dit, c'est Faridi, c'est Hamid, c'est tout à fait normal. Et je pense que ce type d'agriculture, il a sa place aussi. Faut pas non plus faire table rase à la couchée, on dit on va rentrer dans l'agriculture capitalistique, l'agriculture productiviste, etc., destinée à l'export et là. Non. Il y a une agriculture ancestrale, même en France, en Suisse, où moi je balade dans l'Europe, et encore, avec des produits de ferme, avec même un circuit de commercialisation adapté, avec bio, des yaourts produits par la fermière, etc. Et là, ça nous rappelle un peu le mot passant, ça nous rappelle, voilà, j'ai vécu, moi, ça. D'ailleurs, j'ai lu récemment, je viens de terminer le mot sapiens, donc ça me donne aussi, quelle est l'origine de l'homme, il y a aussi, bref. Vous savez très bien, c'est Faridi, je suis d'accord, Mac, là au niveau un peu disons cette culture ancestrale que le bio. Le bio, normalement, on a recommandé de faire le bio, même le green et la génération green, mais malheureusement, ce sont les grandes exploitants, au lieu que ça soit réservé l'éthique, parce que c'est une technique, ça demande de la main d'œuvre et la donc malheureusement, ce sont les grandes exploitations qui vont vers le bio parce que ça rémunère plus et il y a une marge importante et alors que nous pouvons parfaitement donc limiter ça, comme d'ailleurs pour certaines cultures médicinales on va limiter un rayon le nord et pour produire de la culture médicinale et la jarrer par la suite. On pourrait d'ailleurs les céréales, il ne faut pas oublier, à 30% est bio, ça finit pas certifié. Et pourquoi il est bio? Parce que l'agriculture, le pauvre, n'a pas de quoi acheter des semences, n'a pas d'argent pour acheter des engrais, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, et là, donc ça prouve qu'il est bio. Non. Mais il faut l'encadrer. Le bio, c'est une certification, c'est très important, le bio, c'est tout un process. Non, 30% c'est pauvre. Oui. Non, c'est pour les pauvres. Écoutez, moi je connais très bien mon dossier, c'est véridique, de fait, voilà, c'est des cultures pratiques 100% bio. Il y a des bio, on autorise quelques produits chimiques et qui sont donc très limités et très légiférés aussi. Donc, mais
dans certaines zones que je connais, que je suis toute l'année au niveau de ces zones-là, les gens, ils continuent à faire ça de parents, de grands-pères, etc., etc. Mais ils ne certifient pas. Ok, puis il n'y a pas celui qui va venir valoriser tout ça parce que, pourquoi? C'est compliqué. Les gens préfèrent quelque chose de facile, au bord de la route, on charge, etc., etc. Alors il y a une niche. Il y a une niche là-dedans. Alors, deuxième chose, moi je suis venu là de l'émission, j'étais très content et heureux, je partage ta position concernant ce milieu, on peut parler comme... on a toujours parlé et exprimé un peu notre avis, mais je m'attendais à voir aussi des propositions. Donc je m'attendais, j'espère, pas de vous, mais disons autour de la table. Et d'ailleurs, je pense pas si, pour répondre à Khnou, je vais rester ou pas rester. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour discuter de la composition du futur gouvernement. Les gens m'arrêtent, c'est mon point de vue personnel. Mais le Maroc va rentrer des consultations prochainement. Donc un débat, j'espère qu'il va s'installer, un débat national. Si Chemi, il a fait quand même une évaluation à lui via le plan Maroc vert, j'aurais souhaité aussi qu'on ait des propositions. Ça me réjouit aussi que vous allez être chargé de l'agriculture, donc il va y avoir des propositions. J'espère que les autres partis aussi vont apporter leur contribution. On peut en débattre. Marhaba, on a déjà les bras dire 6 journées. Moi, sincèrement, je le dis encore une fois. Marhaba, d'accord. Et c'est ce qui est dans le bien du pays et la khair Ramzian. Mais s'il me dit, sincèrement, je vous remercie d'avoir donc programmé cette journée, cette réunion. Et je serai encore ravi que vous allez programmer encore une deuxième, ou une troisième à la communication. Parce que c'est vraiment le point le plus important de tout le système agricole, sincèrement. Et ne restons pas otages des marchés de gros. Il faut avoir le courage, et je dis bien la volonté politique, s'il faut faire table rase, il faut la faire. Il faut démarrer pour quelque chose de nouveau, quelque chose d'adapté à nos conditions. Cette table rase, c'est ça le problème. Personne, parce que vous n'osez pas le faire. Et parce que vous n'allez pas le faire dans les 4 mois qui restent. Et vous savez pourquoi. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème compliqué... Parce qu'il y a des élections, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Personne n'osera faire ça. Et puis, pourquoi il y a une solution nationale? Pourquoi pas des solutions régionales? C'est-à-dire le marché de gros de Meknes ou le Dial Oujda, il peut être différent, avec un statut différent, avec des choses et adapté. Et puis, la vente directe. Autoriser les gens à vendre d'une manière directe, mais d'une manière réglementée, comme il se fait ailleurs. Très bien, Ahmed Ouayeche, très rapidement, mais vraiment, parce qu'on est vraiment en fin d'émission, on nous parlait par rapport à Génération Green de 50 à 60 milliards de plus à l'export, c'est-à-dire que chaque année, sur la durée des 10 ans, on doit augmenter minimum, si c'est linéaire, de 5 milliards. Est-ce que cette année qui s'est écoulée, on a augmenté de 5 milliards nos exportations agricoles? On nous parle aussi de 70% de la production en 2030 qui serait valorisée, donc c'est une augmentation, si on est encore une fois dans le linéaire, de 7%. Est-ce que vous avez vu ces 7% de valorisation l'année qui s'est écoulée, 2020? Je les ai pas vus, personne ne peut les voir parce que tout simplement ça a coïncidé avec le Covid. Ça fait une année jour pour jour qu'on est là-dedans. Ça a bien fonctionné, les produits alimentaires, mais les produits alimentaires ont bien fonctionné. Ça a bien fonctionné au Maroc, donc on a manqué de rien, mais il faut dire que moi ce qui me fait... Si je peux terminer, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense que c'est trop tôt d'apporter quand même une évaluation quelconque. Bilan d'étape. Bilan d'étape, on ne peut pas le porter sur une année qui est marquée par le Covid, que tous les pays, d'ailleurs, y compris les Européens, même le noyau dur de l'Europe, il veut garder sa production, il veut également donc produire pour ses propres marchés, etc. Et je pense qu'il va y avoir au niveau économique et même au niveau de l'agriculture en avant et après Covid. C'est très important. Et il y a une chose aussi qu'on n'a pas discuté, et c'est dommage, on n'a pas assez de temps, c'est la commission de développement modèle. J'aurais souhaité qu'il va livrer sa copie. J'espère que dans l'agriculture va rester comme levier économique et social, et que la commercialisation, c'est le point le plus important. J'ai essayé, et ça dépend de chaque produit. Au niveau des céréales, au niveau des maraîchages, au niveau, vous parlez de l'export. L'export, il faut pas non c'est cultiver la suffisance. Rien n'est acquis. Très bien. Il faut se battre. Et c'est une lutte permanente avec même nos amis.
Très bien, Jawad Chami, commissaire du Salon international de l'agriculture et agriculteur aussi, membre du bureau du PAM, bureau politique du PAM. Peut-être vous voulez, mais en même temps, ça sera le mot de la fin puisque nous sommes déjà en fin d'émission. Pour les recommandations, en tout cas pour 2-3 recommandations. Juste qu'on me dise pas que le ministère de l'Agriculture est pour quelque chose dans l'approvisionnement des marchés. Sincèrement, on oublie l'élément humain qui est essentiel. Moi, je rends honneur au travail des agriculteurs. Je rends honneur à leur perspicacité, à leur et je rends honneur à leur courage. Parce que ce sont des gens qui vivent dans des contrées très souvent éloignées, avec un minimum de confort, et malgré ça, ils n'ont pas été. Alors, l'être humain est le seul qui puisse garantir et être le gardien des territoires. Et tant que nous avons conservé donc et cantonné les populations dans les campagnes, et plus le Maroc reposera sur ses gains. Il faudra leur montrer où est-ce qu'ils gagnent de l'argent pour qu'ils restent. Moi, je tiens à saluer le génie de nos agriculteurs. Deuxièmement, les solutions dont parlait COIH. Mais bien sûr que les solutions existent. On en a parlé COIH autour de la table, sauf si vous voulez être sourd à ce que nous avons proposé. Il faudrait que la recherche fasse son travail. Il faudrait que nous importions des plants et des semences qui soient en adéquation avec ce que veut aujourd'hui ce temps. Il faudrait que nous allions à la conquête, mais d'autres marchés. Aujourd'hui, nous avons deux défis. Il y a le défi de la variété et il y a le défi de la saisonnalité. Aujourd'hui, tout l'aspect logistique a rapproché les quatre coins du monde. On est capable d'exporter en Nouvelle-Zélande, en Australie, des fruits et des légumes frais, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 30 ans. On reste 90%, un peu plus de 90% avec l'Europe. Ben c'est ça notre problème, c'est qu'on n'a pas été chercher de l'Europe, et je rends honneur sincèrement au travail qui est fait par les groupes privés. Quand on voit aujourd'hui par exemple la porte que soi-disant l'État a ouvert du marché russe, 4%. Mais c'est l'embargo européen qui nous a ouvert le marché russe. Ce n'est pas nous qui avons... c'est pour ça que je dis, il y a le Moyen-Orient, il y a les Amériques du Nord. Il y a aujourd'hui une réorientation de la carte politique et géostratégique du Maroc, et il faudrait que l'agriculture, aussi à part sa diplomatie économique, soit plus performante et qu'elle puisse... de nouveaux marchés et qui puissent être valorisants pour nos agriculteurs. Hamou Halli, ex-secrétaire d'État chargé de développement rural, des eaux et forêts. Je vais être rapide pour laisser un petit moment. Moi, le prochain, disons, la prochaine étape dans la stratégie de l'agriculture, ça me parle franchement. Premièrement, maintenant on a bien produit, on a beaucoup produit, ça il faut le reconnaître dans le plan marocain. Maintenant, il faut valoriser les produits pour en faire quelque chose qui a plus de valeur, donc qui se vend plus et qui rapporte plus. Deuxième chose aussi, c'est de continuer, surtout avec la jeunesse dans le monde rural, de travailler sur les petits projets, sur l'agriculture biologique, comme ça a été dit, et ça, l'État, il encourage, il prend en charge la certification. C'est le plus difficile, c'est la certification. Il prend en charge dans les régions la certification. Et bien sûr, il y a tout ce qui est l'agriculture vivrière, l'agriculture locale, qui est également le deuxième axe. Je pense que si on prend ces deux axes dans le futur, on va quand même régler pas mal de problèmes, en plus de la commercialisation qui est aussi au cœur de la stratégie Generation. Hamid Faridi, agriculteur et éleveur, pour le mot de la fin très rapide. Oui, pour être dans la proposition concrète, moi je pense qu'il faut au plus vite préparer des assises nationales à la recherche agronomique. C'est fondamental. Toutes les filières le demandent. Il y a les assises, au lieu d'être dans des assises génériques sur l'agriculture, ça ne sert absolument à rien. Inviter nos amis israéliens peut-être. Oui. Écoutez, inviter nos amis israéliens, surtout qui sont de grands fournisseurs du Maroc en matière de semences, en matière de tout. Donc, allons discuter avec ceux qui produisent dans le sens de la rareté, comme nous. Deuxièmement, le plan Maroc vert a apporté un atout majeur qui est celui des filières. Il y a, je crois, 19 filières. 19 filières agricoles. Les 19 filières, à un moment donné, il va falloir questionner ces filières sur le rapport réel, sur ce qu'elles produisent, sur leurs engagements et puis sur leur plan qui nous donne un bilan quinquennal en disant voilà chaque filière, voilà son plan et que ça devienne public. Et en troisième et dernier lieu, il y a vraiment ce besoin du ministère de l'Agriculture d'aller au plus
situation de faire revivre un peu ces CT, ces paysanneries, etc., pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et en finir avec la politique des PowerPoint. 10 secondes, vraiment. Là, les chambres professionnelles, la chambre d'agriculture, ça c'est un point important. 5 secondes. Et les associations professionnelles, il faut les renforcer. 15h41, merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec Rure. Merci à Jawad Chami, commissaire du Salon international de l'agriculture. Merci à Hamou Halli, ex-secrétaire d'État chargé du développement rural, des eaux et forêts. Ahmed Ouayash, président d'honneur et fondateur aussi de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Et merci à Hamid Faridi, agriculteur et éleveur. Merci donc à nos invités. Tout de suite, place au midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. 18h30, le journal du luxe, présenté par Denis Hachem. Les nuits magiques, c'est de 20h à minuit, en compagnie de Karim Alam Boucher. Excellent après-midi. Et à tous, je vous retrouve demain pour un autre débat.